C'est la question comment est-ce qu'on met la psychanalyse en fiction parce que vous n'êtes pas attendez, vous n'êtes pas les premiers. C'est commencé très tôt, même avec Fritz Lang au départ et des cinémas muets. Enfin, Mabuse, c'est un drôle de psychanalyste. Vous êtes tout à fait non, mais c'est un peu fou. Donc il a la Mabuse, représentation. c'est un psychanalyste pour Onfray, tiens. Ouais. Non, ma bouse, c'est pas ça. C'est pas. Ma bouse n'est pas. C'est autre chose. C'est un hypnotiseur. Oui, absolument. Oui. Et c'est mais non, il est tout, Mabuse. Oui, mais il c'est est un charlatan. Non, c'est un hypnotiseur. charlatan. Oui, c'est ça qui est intéressant dans le film de Fritz Lang, qui était féru de psychanalyse, qui avait tout lu, qui connaissait très bien l'œuvre de Freud. Ce qu'il a montré d'extraordinaire dans Mabuse, c'est quelque chose qui, en plus, historiquement est exact. C'est comment les dérives de la théorie hypnotique sont devenues des théories nazies de la fascination par les foules. Autrement dit, il a fait un truc formidable, Fritz Lang, avec Mabuse. C'est l'anti-Freud. Hein, il a les Mabuse aussi, premier film parlant des Fritz Lang aussi, qui est un chef-d'œuvre aussi, qui fait référence à tout ça. Oui. Tout le cinéma de cette époque est marqué de toute façon par la découverte de l'inconscient, je dirais plus que par Freud. Il y a le film auquel Abraham et Freud un peu en sous-main ont travaillé, qui est le mystère d'une âme. Le mystère d'une âme. Il y en a beaucoup. Contemporain de ça. Mais Fritz Lang, on voit bien, comme Hitchcock d'ailleurs, sont très très marqués par tout ça. Oui, mais justement, si on compare la représentation un peu hollywoodienne aussi de la psychanalyse, même des Freud, j'ai l'impression que vous prenez un peu les contre-pieds aussi concernant cette représentation-là. Je sais pas. En tout cas, j'ai essayé au regard de ce qu'on peut savoir de Freud et que ne sait pas Michel Onfray. J'ai essayé d'être. C'est un vrai copain, vous. D'être le plus près possible de ce qu'on sait de Freud, c'est-à-dire de comment il vivait, comment il opérait, et à partir de sa relation avec la princesse Marie. C'est ce qui m'intéressait, de donner une image vraisemblable. Il faut savoir une chose, c'est que pour les historiens comme moi, comme pour Benoît Jacot, quand on dit la vérité historique, c'est-à-dire l'histoire de Marie Bonaparte et de Freud, ça fait scandale. Hein. Pour le mouvement psychanalytique français, mais parce que il y a encore la négation chez les orthodoxes. D'ailleurs, d'abord, il y a la famille. Les héritiers nient, que je connais bien, hein, puisque j'ai les archives et pas eux. Alors, ils nient les épisodes d'opération du clitoris de Marie Bonaparte. Ah oui. Ils disent que ça n'a pas existé. Bon, donc ils avaient fait un procès déjà. Ils avaient tenté de faire un procès à Célia Bertin. Et d'autre part, pour ces héritiers-là, Marie Bonaparte est transformée en légende dorée. C'est tout juste, ils ne disent pas qu'elle n'a pas eu d'amant. Bon, tous les épisodes où elle est transgressive, où elle essaye de coucher avec son fils, parce qu'elle va jusque-là quand même, c'est nié par Donc il y a bien une légende dorée chez les psychanalystes dans leur manière de raconter l'histoire. Et c'est pour ça que Célia a fait scandale, c'est pour ça que moi j'ai fait scandale, c'est pour ça que ce film, tu as eu les héritiers contre toi qui voulaient te faire enlever les voilà. Mais ils n'y arrivent pas. Et c'est évidemment cette orthodoxie historiographique qui ensuite produit les légendes noires. C'est-à-dire que plus on tente de faire des histoires géographiques, plus on fabrique l'inverse. C'est-à-dire ensuite j'allais dire presque, c'est pas des historiens, mais des essayistes fous qui ensuite inventent des légendes qui n'ont pas existé. Donc quand on fait de l'histoire, on doit se situer à la bonne distance. Voilà. Alors maintenant, quand on fait de la fiction, et je pense que c'est ce que pense Benoît, il doit y avoir une vérité dans la fiction. Autrement dit, quand il a fait son film sur Marie Bonaparte, bien sûr que c'est une fiction. Bien sûr que Loewenstein n'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que le vrai ne tient pas à la vérité exacte des personnages. Il tient à la vérité du scénario. C'est-à-dire, si tu avais montré une Marie Bonaparte complètement le contraire de ce qu'elle était, mais ce n'est pas le cas. Et ce que tu as restitué avec le film, c'est bien ça. Bien comme ça que ça. Alors, évidemment, tu as accentué l'homosexualité du mari, enfin bon. Mais tout est parfaitement rigoureux.
même si certains passages au fond des interprétations de Freud peuvent être recréés. Moi, je pense que la fiction doit recréer du vrai autrement, mais à condition qu'un statut de vérité historique soit derrière. Et est-ce que ces personnages-là, Marie Bonaparte, ça vous intéressait avant de faire ce film-là? Vous les connaissiez Non, ça m'intéressait comme m'intéressent tous les aspects de l'histoire, de la courte histoire de la psychanalyse. Sous l'hypnose aussi, mais vous avez fait des films aussi. Je n'avais aucune sympathie pour la princesse Marie. Moi, Vous la connaissez, oui. Je savais que c'est elle qui avait viré Lacan, voilà, et dans des conditions. Ça, la deuxième partie de sa vie que tu n'as pas tournée. Voilà, et qui n'avait pas de son vivant de mots assez durs pour elle, dès lors qu'elle était évoquée. Elle est morte en 60. 62. Ouais. Mais oui. enfin bon. Enfin 62. Oui. Donc a priori, comme j'ai été très marqué par ma proximité avec Lacan, si vous voulez, a priori, j'avais des espèces de préjugés contre cette bonne femme. Oui, mais c'est la deuxième partie de sa vie. Oui, c'est ça. Oui. Alors après, j'ai découvert justement en faisant le film, en étant entraîné par Catherine Deneuve, qui elle s'y intéressait énormément, j'ai découvert cette première partie de sa vie qui, du coup, alors là, remettait en jeu pour la fiction d'un film autant de choses qui me passionnaient beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très fréquent que la jeunesse d'un personnage soit passionnante, puis qu'ensuite il devienne un vieux con. Et vous savez, j'ai repris quelque chose qui est écrit Serge Levovici en 1947. Il parle de la psychanalyse et le cinéma, et avait montré que justement combien les films est un moyen d'expression très proche de la pensée onirique. Et pour représenter tout ça, pour représenter la psychanalyse... Ça, je suis très méfiant à l'égard de oui, mais en même temps... Qui avait dit ça et Serge Levovici. Mais et comment est-ce que vous avez travaillé, par exemple, sur les couleurs concernant Marie Bonaparte? Est-ce qu'on utilise les couleurs d'une façon particulière? Parce que vous savez aussi un regard d'artiste là-dessus. Oui, mais je ne suis pas peintre. Les couleurs au cinéma, ça obéit à des... Sauf, visées très très particulières, ça obéit à autre chose que le choix d'une palette chez un peintre. C'est pas tout à fait la même chose. Vous savez, au cinéma, c'est plus de la lumière. La lumière, justement, c'est avec la lumière qu'on obtient justement les rendus qu'on veut par rapport à, là, dans ces cas-là, la psychanalyse. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Parce que ça obéit à une dramaturgie, à des principes dramaturgiques qui n'ont pas spécialement, précisément à voir avec je ne sais quel principe qui relèverait de la psychanalyse ou d'un onirisme quelconque ou je ne sais pas quoi. Mais pardonnez-moi, parfois, par exemple, mettons science de psychanalyse, la notion de temps et d'espace est un peu abolie. Comment est-ce qu'on rend tout ça? Parce que ça va être pas évident aussi. En même temps. Ah oui, ben ça, alors là, bon, tout ce qui était de l'ordre de... Je ne m'attendais pas du tout à parler de ce film. Mais enfin, quoi, j'aurais pu m'attendre. Tout ce qui est de l'ordre... Moi, ça m'intéressait beaucoup d'essayer de donner une représentation ou de suggérer, en tout cas, par les moyens d'un film, ce que pouvait être des séances de psychanalyse, en plus par Freud, à ce moment-là, c'est-à-dire au tout début, ce que ça pouvait être, comment ça pouvait se passer. Et donc, c'était un long tournage et on a commencé par ça. C'est-à-dire à tourner avec Catherine Deneuve et Heinz Bennent, donc Marie Bonaparte et Freud, tout ce qui était dans le cabinet de Freud et qui était ces séances dont on pensait, Catherine Deneuve et moi, que si on avait le sentiment de les avoir réussis, le film s'en suivrait. Voilà. Donc on a vraiment commencé par ça. Et avec des choses assez gonflées pour commencer un film, qui était que, par exemple, on ne coupait pas les séances. Si on regarde ce film, on ne s'en rend pas forcément compte si on est spectateur, mais si on veut voir ça, on le voit. Ces séances de psychanalyse sont des plans séquences quasiment. C'est-à-dire un chargeur de cinéma, c'est 10 minutes, c'était des plans de 10 minutes. Et pendant 10 minutes, il y avait donc c'est un traitement du temps, en effet, un choix
radical de temps de tournage et de temps des séquences. Dans la tentative de rendre cette espèce de procès de parole qui est en jeu dans une séance comme celle-là, et à un niveau assez primitif, je dirais, qui est c'est les débuts quoi, de l'analyse. C'est la fondation, en quelque sorte, qu'on ait le sentiment de quelque chose qui est en train de naître.